Et voilà. Je veux juste checker qu'on... Ouais, voilà, parfait. Donc, un peu juste au sujet de nous, just a little bit about us. Community of practice. The funding comes from PUDS or SUAP, which is a program on use and addictions of substances from Health Canada. Center, ou LIHC. So we also have a collaboration with the London Inter-Community Health Center. It's the Canadian Association of People who are consuming drugs, and also for the Alliance for Healthier Communities. And it's the collaboration between all three. Our objective is to support the scale up of supply programs that are safer, for the strengthening of the capacities and the exchange of information. Our priority is also to organize medical models so that we may have safer supplies, and so that we also want to reduce the errors and of damages done in, and also for public health question. And we also want to support mobilization so that we have non-medical models, and also purchasing co-ops and decriminalization. Also, we have many resources to offer you. My colleagues are going to give you the links. So we have events, we have exchange workshops, knowledge exchange workshops. We have the development of tools and of counsel, like of tips. We also have exchanges or discussions on community and interest groups. We also have mentorship and also support for prescriptors and programs. Donc, on a aussi une attestation. We also have a certificate of attendance. If you ever need a certificate of your attendance here, we're going to give you a link at the end of this webinar. So it's going to be done automatically. So you just put your email and your name, and it's going to give you 2 certificates. The first one is in English and the second one is in French. Donc, 2 petits plugs. So 2 little plugs. Désolée, j'ai pas eu la chance de faire I'm sorry, I was not able to translate this slide, but de la recherche émergente sur it will be the emerging evidence on safer supply. It's a new webinar. Lundi de chaque mois. It's going to happen the first Monday of every month. Webinaire débutante ce lundi, le 3 octobre. So we have the first one this Monday, October 3rd. Dr. Gillian Cola, Dr. Gillian Cola, puis Ashley Dr. Smoke, Gomez, les powerhouses d'approvisionnement, and all the powerhouses of the supply that are going to come and speak to us. Venez nous joindre, je pense aussi, ma collègue va dropper le lien pour ça. And please join us. My colleague is going to drop the link for that as well. On a plusieurs ressources, et maintenant on a plusieurs traductions. So we have various resources, and we have a lot of documents that are translated into French as well. So if you want to access our networks in French, just please do it. And all the networks are almost there. All the information, I'm sorry, for the resources are there. The interpreter apologizes. Donc, ça fait la job pour mon petit PowerPoint, mon petit bienvenue. My little PowerPoint did its job. Donc, je pense qu'on est tout le monde dans la salle. Je pense on a censé avoir Alexandra de Kirit, mais ça se peut qu'elle in the room. I think Alexandra is not here yet. Maybe she's very busy today, but maybe she's not able to join us, and that's okay too. Donc, ça me donne beaucoup plaisir de tout so it's giving me a lot of pleasure bibliographies qu'on a préparées avant. Je vais liser tout ça. Peut-être faire un petit allô aux caméras. Maybe you want to say hello on a in the cameras. We have Dr. Mariette Voyer. Médecin prescripteur de l'approvisionnement plus sécuritaire. She's a prescription doctor for a safer supply. She's a médecine familiale et médecin d'urgence. So she's a prescribing physician, but she's also a clinical associate professor, Department of Family Medicine. Puis on a aussi
Oh, excuse-moi, je n'ai pas lu tout. La directrice scientifique, équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance. Ça, c'est avec l'Institut universitaire en dépendance à Montréal. Voilà. Ah, oh, puis aussi le chef adjointe des programmes spécifiques avec le CIUS Centre-Sud d'Île de Montréal. Puis aussi, en même temps, je vais introduire Marie-Christine. Allô, salut, ça fait la première fois qu'on se rencontre aussi. Elle a presque 10 ans d'itinérance dépendance dans le réseau communautaire de Montréal comme travailleuse de rue et intervenante auprès des parents d'enfants de 0 à 5 ans, présentant un TUO, un baccalauréat en travail social, puis une maîtrise en intervention en dépendance. Elle a 3 ans comme travailleuse sociale et coordonnatrice professionnelle à la clinique Relais de CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, elle fait partie du même équipe que Marie-Ève Goyer. Donc, bienvenue. La prochaine, on a la belle Isabelle Fortier, la représentante régionale pour le Québec, Mom Stop the Harm. Elle est aussi membre du conseil d'administration Dopamine. C'est un de mes vieux emplois, c'est un coup de cœur ici à Montréal. Elle est aussi une mère ayant perdu sa fille d'une surdose à l'âge de 24 ans. Et elle qui souffre un trouble d'utilisation de substances ainsi que des problèmes de santé mentale. Donc, on est super reconnaissante de qu'est-ce que tu as perdu, puis la personne qui t'a perdu, puis on est super comme... Ben, peut-être pas chanceux, c'est pas le bon mot, mais je suis contente que tu es là pour prendre cette perspective. La prochaine, c'est Jérôme, allô toi, qui mange ton petit déjeuner, là. C'est bien correct. Jérôme Benedetti, c'est un consultant expert et conférencier. C'est un militant pour une légalisation non prohibitionniste en matière de drogue et non stigmatisante pour ses usagers. Donc, bienvenue, Jérôme. On a aussi le beau Vincent de Maisonneuve dans les bureaux ACP Sud. Donc, il travaille comme chargé de projet avec l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices des drogues, ou ACP Sud. C'est genre l'association Québec de toutes les personnes qui consomment. Vincent travaille comme chargé de projet au développement des nouveaux outils de prévention et de réduction des méfaits avec ACP-Sud. Puis la dernière, mais pas toujours la dernière, c'est Simon. C'est un travailleur de la réduction des méfaits et intervenant en toxicomanie avec la coopérative de solidarité SABSA et avec l'Interzone, c'est un site de consommation supervisée à Québec, la ville de Québec. Les diplômés en économie et gestion agroalimentaire, oh, that's cool, de l'Université Laval, je n'ai pas lu ça avant, intervenant psychosocial de la coop. Il est aussi membre d'ACP Sud et ADIC et membre de la communauté des usagers de drogues militantes pour des réformes majeures en matière de politique sur les drogues afin qu'elles s'inscrivent en conformité des 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable. Donc, bienvenue Simon, bienvenue à tous et toutes. On va lancer ça comme ça, là. Ça sera clairement moi qui modère. Donc, on va lancer juste la première question. La première question, on a 3 questions préparées pour le monde. Puis après ça, on va lancer un petit Zoom poll et un petit sondage. Après ça, on va commencer avec les questions qui viennent du public. Donc, la première question, c'est quoi le contexte au Québec à propos de l'approvisionnement plus sécuritaire? Puis je pense, Marie-Ève, tu vas nous commencer avec un petit mise en contexte pour le Québec. Puis je pense, Jérôme, si jamais tu as des choses à ajouter à elle, vas-y là. Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Merci, Alex, d'animer tout ça. Je parle très vite. Alors, si tu veux me ralentir, si tu vois, je ne vois pas la traduction. Fait que si tu vois que la traductrice est en train de mourir, fais-moi signe, Alex, pour que je ralentisse. Je vais essayer de faire des pauses. C'est pas naturel du tout dans ma nature.
Je pense premièrement qu'il faut situer la définition de l'approvisionnement plus sécuritaire, puis dire aussi que cette définition-là... And to understand that this definition is... Donc, je vous donne la mienne, qui n'est pas tout à fait celle de CAPUD non plus, puis c'est bien correct. Quand je parle d'approvisionnement plus sécuritaire, moi, comme médecin, je parle de remplacer n'importe quelle substance qui est achetée sur le marché illicite par une substance prescrite dans le but d'avoir un contenu que je connais, qui est fiable, qui n'est pas contaminé, puis qui est toujours le même. Donc, la personne qui va l'utiliser sait exactement à quoi s'attendre. Ce n'est pas une roulette russe. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est de dire, quand je prescris l'approvisionnement sécuritaire, mon objectif est moins un objectif de traitement, mais c'est un objectif plus de santé publique. C'est-à-dire que quand je fais ça, ce que je veux avant tout, c'est que la personne ne décède pas d'une surdose associée à la contamination. Puis ensuite de ça, réduire tous les autres méfaits autour. Puis ça, on en parlera plus tard, c'est fondamentalement un problème, que ce soit à un docteur, puis à des équipes qui sont entraînées à faire du traitement, de se déprogrammer pour essayer de faire une approche de santé publique. Puis ça entraîne des enjeux d'accessibilité aussi, parce qu'avoir accès à une équipe qui prescrit à un médecin, ben c'est pas évident. Ça, c'est des enjeux. On en parlera tantôt. Et donc, juste pour faire une petite historique de où est-ce qu'on est au Québec et d'où on vient, les prescripteurs de méthadone, je vais dire TAO, c'est traitement agoniste opioïde, donc opioid agonist therapy. On faisait tous un peu de l'approvisionnement plus sécuritaire depuis longtemps, à la demande de nos patients chez qui ça ne fonctionnait pas. Et on appelait ça aussi souvent un TAO alternatif ou créatif. Là, et depuis longtemps, j'avais des patients qui demandaient autre chose que de la méthadone, après ça de la Suboxone, de la buprenorphine naloxone ou après ça de la morphine 24 heures du Cadian. Mais on n'était pas backé par des lignes directrices, on n'en parlait pas, puis on faisait tous ça un peu chacun chez soi ou au sein de nos équipes avec des très grands niveaux d'inconfort ou de confort très, très divergents. On avait commencé avant la COVID déjà à dire il se passe quelque chose sur le marché illicite qu'on n'a jamais vu avant. Moi, je pratique depuis 2005 et je vous dirais que ça fait au moins 5 ans qu'on voit que there's something wrong. Nos patients rapportaient beaucoup d'effets imprévisibles, de surdoses. On a vu les surdoses monter. On a vu aussi la tolérance aux opioïdes de nos patients monter. Moi, quand j'ai commencé ma pratique en 2005, quand j'avais un patient à qui je donnais 200 mg de méthadone, j'étais super énervée, c'était funky, c'était rare. Personne n'avait besoin de 200 de méthadone, c'était vraiment, vraiment rare. Maintenant, now I give 2,000, 3,000, 4,000 milligrams. It's regular. Les patients de nos personnes pour être confortables ont vraiment changé. Donc, avant même COVID, ça sonnait déjà. Puis on avait déjà commencé à dire, OK, on va prescrire, donc l'approvisionnement plus sécuritaire au Québec a beaucoup commencé avec le dilodide, l'hydromorphone courte action, des comprimés habituellement de 4 et 8 mg. Et on a commencé à l'utiliser en début de traitement. Quand les gens arrivaient chez nous, puis qu'on savait très bien que ce qu'on allait leur prescrire allait être zéro suffisant pour les empêcher de consommer sur le marché illicite, on faisait un début de traitement avec, mettons, méthadone plus des comprimés de dilodide. Et quand la personne arrivait à une dose suffisante de méthadone ou de Cadian ou de Suboxone,
on retirait tranquillement, ou pas, mais la vision était de retirer les comprimés d'approvisionnement plus sécuritaires ou de dilodide et de focusser sur la molécule de traitement. Et là, COVID est arrivé, avec tout ce que vous savez, arrêt de l'accès au réseau de la santé, fermeture des frontières, gros changements sur le marché illicite. Et ça nous a donné, en quelque part, une certaine légitimité de développer plus cette pratique-là avec moins de barrières légales, organisationnelles, parce qu'il fallait faire quelque chose. Et là, on s'est mis vraiment à faire de la prescription de comprimés de dilodide, d'hydromorphone courte action, quelque chose d'assez fréquent, et à augmenter les quantités. Avant, on était plus chatouilleux, on n'avait pas de guidelines sur lesquels s'appuyer, même médico-légalement. Et là, on a vu plusieurs guidelines se produire. Le BC en premier, le Québec, on a fait un guideline COVID. Ensuite, le CRISM, qui est une entité canadienne, en a fait. Puis là, tout d'un coup, on s'est mis à en faire un tout petit peu plus. On a dû donner des doses à emporter parce que les gens ne pouvaient pas se présenter en pharmacie, il y avait la COVID. Et ça a vraiment fait exploser cette pratique-là. Incluant l'arrivée au Québec du premier traitement injectable avec de l'hydromorphone injectable ou de la diacétylmorphine à relais en avril 2021, pardon, il y a un an, mais qui est un programme qui a un très petit nombre, donc où on peut donner des très, très grosses doses d'injectables. C'est un traitement, ce n'est pas nécessairement du Safer Supply, mais aussi la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec les autres molécules. Je porte à votre attention que partout au Canada, le Safer Supply, c'est surtout pour les opioïdes, alors qu'ils ne s'achètent pas juste des opioïdes sur le marché illicite et ce n'est pas juste les opioïdes qui sont contaminés. Donc, tranquillement, on s'ouvre comme clinicien aussi à est-ce qu'on ne veut pas remplacer les stimulants, la cocaïne, les benzos, etc., etc. Donc, la réflexion est ongoing. Et donc, pour terminer l'intro sur un peu d'où on vient, bien, au Québec, on est dans une nouvelle pratique qui n'a pas encore été endossée officiellement par les collèges des médecins, par l'ordre des pharmaciens, par l'ordre des infirmières. On est dans une pratique qui prend une prescription, soit d'un docteur ou soit d'une infirmière qui peut prescrire, praticienne spécialisée. Et on est dans une pratique tellement novatrice et hors norme, si je peux dire, que c'est pas vrai que les médecins qui ne font pas de la dépendance au jour le jour se sentent à l'aise de faire ça. Donc, c'est une pratique nichée dans un très, très, très petit nombre. Et donc, il y a vraiment des enjeux d'accessibilité au Québec partout, spécifiquement en dehors des grands centres. Les personnes ne sont pas au courant que ça existe ou ils n'ont pas accès. Et des pratiques très divergentes. Des docteurs qui prescrivent beaucoup, d'autres docteurs qui prescrivent moins, parce que c'est une pratique qui n'a pas encore été très, très étudiée. Donc, tout le monde est un tout petit peu frileux à l'heure actuelle. Et c'est une pratique majoritairement qui a lieu dans la prescription des opioïdes. Donc, on est très loin de rencontrer les objectifs de santé publique actuellement, c'est-à-dire retirer les gens du marché illicite, toucher un grand nombre de participants. Et le problème même qu'on a, c'est qu'actuellement, on tente de remplacer des substances hyper puissantes comme le fentanyl, l'isotonitazène, avec des comprimés d'hydromorphone, le dilodide, qui sont souvent vraiment insuffisants pour aller chercher la tolérance complète de la personne et de la retirer vraiment du marché illicite, puisque ce serait ça l'objectif. Donc, je m'arrêterai là-dessus pour l'instant. Bien, Marie-Ève, il y a déjà une question pour vous. J'ai mis la traduction dans le chat, donc je vais le poser en français. Comment avez-vous obtenu l'autorisation de mettre en place une pratique aussi innovante, like innovative? Et avez-vous rencontré des difficultés lorsqu'il s'est agi d'adopter la philosophie de réduction des méfaits plutôt que celle de l'abstinence? Cette question, ça vient du Chris.
Tu veux que je réponde maintenant? C'est une grosse question. Alors, on a... en fait, je tourne ma langue dans ma bouche. Comme médecin, on a toujours le droit d'aller hors guidelines si on est capable de justifier la rationnelle dans notre dossier. On a des lignes de pratique qui nous montrent qu'est-ce qu'on devrait faire, mais on peut toujours en sortir si on peut se justifier. Et je vous dirais, tolérer l'inconfort que si on vient enquêter, se dire, je pense que c'est assez justifié ce que j'écris, que je n'aurai pas de problème. Et c'est là le problème, c'est que notre tolérance à l'inconfort est très différente d'une personne à l'autre. Mais pour vous dire la stratégie qu'on a utilisée au Québec, on est quand même fait le choix quand on a écrit les lignes directrices, et je vais vous les mettre dans le chat. On a des lignes directrices de Safer Supply COVID au Québec, en français et en anglais. On est allé les présenter aux ordres professionnels pour être sûr qu'on n'aurait pas de problème et pour pouvoir un peu rassurer nos collègues. Mais aussi, on avait déjà de la littérature du BC, de l'Ontario. Donc, on s'appuyait sur des choses. On s'appuyait sur l'enjeu de la COVID, où il y avait une urgence de santé publique et on voulait que les gens puissent s'isoler en sécurité. Et aussi, on a mis en place une communauté de pratique francophone pour s'assurer un peu d'aider les gens dans leur pratique. Fait que je pense que c'est un peu ça la réflexion. Pour la question sur la réduction des méfaits versus l'abstinence, c'est une question éternelle qui est là depuis toujours. Donc, maintenant que je suis vieille, je me rends compte que quand on a voulu commencer à distribuer des seringues, ça a été la même chose. Mais là, vous contribuez, les gens vont s'injecter plus. Quand on a voulu ouvrir les services d'injection, les gens ont dit, mais là, vous contribuez, il ne faut pas faire ça. Quand on a voulu implanter le traitement injectable, même chose. Fait que, mais le Québec était prêt pour ça. Ça faisait des années qu'on travaillait avec nos collègues en santé publique pour montrer les effets. C'est evidence-based, la réduction des méfaits. On a beaucoup de données à l'appui. Donc, les cliniciens qui ont endossé étaient déjà prêts à ça. Et le fait d'avoir eu une communauté de pratique où tout le monde peut s'entendre, où il y avait des personnes utilisatrices qui étaient dans la communauté de pratique, à qui j'élève mon chapeau, qui sont ici aujourd'hui, qui ont aussi pu montrer l'expérience des usagers, puis qu'est-ce que ça voulait dire pour les usagers, ça fait beaucoup évoluer les prescripteurs. Ça a été vraiment aidant. Jérôme, je vois ta main. Tu peux démuter, puis vas-y, là. Mais moi, j'ai une question pour toi, Marie-Ève, mais pour tout le monde, en fait, là, c'est, tu dis, les gens sont frileux, les médecins sont frileux, les pharmaciens sont frileux aussi. Puis, comme tu l'as dit, c'est history repeating, on la connaît, la question, elle se pose, c'est l'éternelle question. Le truc, je l'ai entendu dire que moi, je ne peux pas être le premier à le faire, mais oui, mais il en faut un qui soit le premier à le faire parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour débloquer la situation? Parce que là, moi, le constat que je fais, c'est que il y a eu la crise de surdose opioïdes, il y a eu le Covid qui est arrivé après. Ça a comme permis d'ouvrir plein de choses. Ça a donné plein de possibilités, plein d'ouvertures sur plein de choses. Là, le Covid, ça commence à prendre le large et puis on voit les acquis qui foutent le camp avec aussi. C'est comme je trouve ça un peu dommage, mais en fait je me suis un petit peu perdu là. Je voulais juste comme faire le point sur qu'est-ce qui fait que les médecins sont frileux à prescrire des substances du Safer Supply. Je cherchais le mot. Ça aussi, c'est une grande question. Bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses, puis j'ai souci aussi que mes collègues puissent apporter leur son de cloche, mais
peut-être ce que j'ai envie de répondre à ce moment-ci, c'est que le stigma que les personnes qui consomment portent, il se décline subtilement partout dans la société. Et donc, à l'heure actuelle, à part à l'Université de Montréal où on a forcé pendant des années à rendre la formation en dépendance obligatoire sur les bancs d'école des médecins, les 3 autres universités, vous pouvez sortir comme médecin et être incapable de gérer une prescription de méthadone. Et donc, imaginez-vous comment on n'est même pas rendu à prescrire du Safer Supply. Donc, sur les bancs d'école, c'est comme ça. Vous pouvez vous présenter en surdose dans la plupart des urgences du Québec. Vous allez sortir sans traitement et sans trousse de naloxone. Donc, si vous êtes un diabétique et que vous êtes dans le fin fond de je ne sais pas quelle ville, puis que vous êtes en crise diabétique, bien, on ne va pas juste baisser votre glycémie puis vous sacrer dehors. On va vous faire voir un spécialiste, vous allez voir un traitement. Donc, c'est à tous les niveaux de formation, de soutien. Donc, ça traduit, dans le fond, les médecins traduisent le stigma sociétal, que ce n'est pas tant important ou une compétence ou tout ça, je crois, et que c'est correct de ne pas prendre en charge comme il faut une surdose dans une urgence, alors que si vous ne prenez pas bien en charge une crise cardiaque, vous êtes radié rapidement. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la communauté médicale là, sur nous, si vous voulez mon avis. Ben, je vois plusieurs mains, mais je pense que Marie-Christine, c'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Ben, Jérôme, pour faire c'est ça, du pouce un peu là-dessus, j'invite toutes les équipes d'ailleurs qui travaillent en dépendance à faire l'exercice. Il y a plusieurs mois de ça, on se posait beaucoup de questions là, justement avec l'approvisionnement plus sécuritaire. On a décidé de faire venir une conseillère en éthique du CIUS pour faire une délibération éthique entourant l'approvisionnement plus sécuritaire. Puis les 2 plus grandes valeurs qui rendaient mal à l'aise les prescripteurs, mais aussi toutes les équipes traitantes, c'était la notion de bienveillance puis de malfaisance. C'est vraiment ça qui est sorti en priorité. Est-ce qu'on fait plus de bien? Est-ce qu'on fait plus de mal? Est-ce qu'on fait autant de bien? Ça, c'est vraiment ressorti là, beaucoup de nos discussions. Puis la notion de sécurité aussi, là, je pense que les équipes traitantes, pas juste les médecins, mais ont quand même ce souci-là aussi. Bon, on a la sécurité à cœur de nos patients. On ne ferait pas ce travail-là sinon. C'est un peu paternaliste, en effet, mais ça reste les 2 principales valeurs qui ressortaient. Puis, la sécurité, je pousserais un peu plus. Évidemment, on prévient les surdoses. Je pense que le gros malaise est surtout autour de si le Safer Supply est vendu pour s'acheter du fentanyl, une substance plus forte, une substance qui provoque des surdoses, il est là notre malaise, en fait. Là. Donc, j'invite vraiment tout le monde à faire cet exercice-là éthique avec leur équipe. Je ne sais pas si c'était Vincent ou Simon ou si Marie-Ève ou Jérôme veut répondre à ça avant. Moi, j'aimerais juste dire ce que tu viens de dire, Marie-Christine, ça me fait tout de suite penser à un truc, c'est les gens qui vendent leur machin pour aller chercher autre chose. Mais oui, mais pourquoi on leur donne pas cette autre chose là tout de suite au lieu de passer par 50 substances qui sont comme pas ils sont pas faites pour s'injecter, fait que les gens comme se choquent des problèmes au tissu mou, etc., dommages veineux. En plus, il y a plein de problématiques liées au fait que les gens prennent leur médication puis ils vont les vendre pour s'acheter autre chose. Il faut qu'on prescrive ce que les gens y prennent. C'est ça du safer supply. Tant qu'on ne fera pas ça, ben, pour moi, ma définition du safer supply, c'est que pour moi, au Québec, il n'y en a pas, quoi. À part quand certains médecins prescrivent effectivement des substances que la personne désire. Je sais qu'il y en a, je pense qu'il y en a même ici, j'en vois quelques-uns qui font ce boulot de prescrire les bonnes substances. Mais c'est ça. C'est mon point de vue sur la chose. Je pense que c'était Vincent avant moi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Oh, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on m'entend.
C'est ça, si on continue sur le même sujet un peu, dans le fond, c'est vrai, dans le fond, souvent, quand on parle de Safe Supply, maintenant, on parle souvent d'opioïdes parce que, bon, la crise des surdoses, on pense souvent que c'est les opioïdes nécessairement, mais en fait, si on regarde les données du coroner, c'est pas nécessairement vrai, là. En fait, c'est les surdoses par stimulants sont très présentes aussi. Puis il y a beaucoup de surdoses de mélange avec les benzos notamment. Puis là, on peut voir, avant, on voyait qu'il y avait de l'héroïne coupée avec le fentanyl. Maintenant, c'est du fentanyl coupé avec des benzos. Fait que, ce qui n'est pas un mélange particulièrement excellent, là, surtout c'est 2 dans 1, surtout si les gens boivent en même temps, là, ce qui peut effectivement arriver. On parle souvent aux opioïdes, puis dans le fond, c'est parce qu'on se dit les opioïdes, ça fait plus. Les gens qui sont en dépendance d'opioïdes, ça fait un petit peu plus pitié parce que, bon, c'est ça, sont malades, tu sais. Comme si c'était pas légitime de, mettons, donner du safe supply de la coke, tu sais. Puis je parle pas de remplacer de la coke par du Ritalin, là, donner de la coke de qualité supérieure, là, le plus possible, parce que moi, je veux pas avoir du Ritalin, là. C'est pas ce que je demande. C'est un exemple, je sais pas, je pense qu'au BC, à un moment donné, c'était ça, puis ça a changé, là, mais puis je dis Ritalin, c'était peut-être un autre, en tout cas. Bref. Sinon, c'est ça, là, je change un peu de sujet, mais tantôt, on parlait de la stigmatisation aussi des personnes qui utilisent par rapport avec les médecins. Puis, des fois, je trouve que ça dépasse le surdose. D'ailleurs, j'ai un de mes amis, moi, qui travaille dans les mines en Abitibi, puis là, il y avait un problème médical lié à la consommation. Puis, il dit, là, ça n'a pas d'allure, je peux pas. Excusez-moi, je parle vite. Hein. Excusez-moi, il dit, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas aller à l'hôpital ici, il va falloir que j'aille à l'hôpital à Montréal. Fait que, enfin, fait que ça reste encore en milieu ruraux. Je pense que comme il y a beaucoup de travail à faire, là, surtout que le Québec, c'est une petite place quand même. C'est un grand territoire avec pas beaucoup de gens. Fait que, les communautés urbaines, c'est une chose, mais les communautés semi-urbaines ou rurales, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas rendu aussi loin qu'on devrait l'être. Pour l'instant, j'ai terminé. Moi, je voulais revenir un peu justement là, par rapport au facteur là, que les gens vont bénéficier d'un safer supply, puis ils vont revendre ce safe-là parce que, bon, soit qu'ils ont une plus grande prescription qu'ils ont besoin ou parce que, bon, pour X raisons, ils ont pu en obtenir, puis ils veulent justement. Mais moi, je me dis, si tout le monde avait accès à sa prescription telle qu'elle demandait, ou en tout cas à son safe supply, ça noirait la déviation du safe supply. Si plus personne de personnes à qui refiler son safe parce que tout le monde a le sien, ça règle en partie le problème. Puis aussi, je me demandais aussi si justement les médecins étaient familiers, parce que moi, je me rappelle à l'époque, là, quand j'arrivais, puis que je disais dans le bureau d'un médecin, puis que je disais ma consommation quotidienne d'opioïdes, qui était, soit dit en passant, là, pas exceptionnel si je compare à bien d'autres personnes là, dont on peut parler ici. Là, ceux qui n'ont jamais développé d'habitude avec le fentanyl. Et pourtant, quand j'arrivais dans le bureau, les médecins, ils ne me croyaient pas parce que dans leur littérature, ils apprennent que les doses que je prenais étaient mortelles tout simplement, que c'était donc impossible que je puisse. Mais je me demandais si maintenant, parce que là, on parle quand même des années 2000, là, 2005, 2006, je me demandais si maintenant, dans le cursus de formation, ils sont familiarisés avec les niveaux de tolérance qui existent maintenant. Peut-être je lance cette question à Marie-Ève ou Marie-Christine ou ta équipe. Puis Isabelle, je vois ta main aussi. La réponse est non. Puis en toute humilité, quand on a commencé le programme d'injectables à relais, la personne, notre première personne qui a commencé n'était pas un grand consommateur, puis il a donné ses premières injections d'ilodide intraveineux, puis on était comme tout un peu, on lui avait dit, là, il savait, il était bon joueur, on était tout autour, en sueur, puis avoir peur, puis on lui a donné, il a monté à des doses presque maximales, puis c'était pas un grand consommateur, sans jamais être un tout petit peu sédationné. Là. Puis moi, j'étais là avec mon arcan à côté, là, puis j'étais prête, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, oh là là,
c'est pire que ce que je pensais. Donc, moi, je le savais, je baigne dans une communauté de personnes qui m'expliquent tous les jours que je vois. Je pense que j'avais cette conscience-là d'une tolérance importante. Et même à ça, j'étais loin de voir. Fait que c'est sûr que pour reprendre, Vincent, ce que tu disais, le pauvre consommateur qui veut se faire hospitaliser pour n'importe quelle raison, puis on lui donne un petit peu de Tylenol, puis un Dilaudid 1 mg, là. Puis là, on se demande pourquoi il signe un refus de traitement. Là, maintenant, quand je donne l'information, je dis aux gens, comprenez-vous que j'ai des usagers qui ont 2000 de Cadian? 2000 de Cadian, là, au début, les pharmacies nous appelaient. Les infirmières nous appelaient. « Are you crazy? » Tu sais, vous avez mis un 0 de trop dans votre prescription. Je disais, non, non, c'est vraiment 2000. Tu es comme, non, on ne sert pas ça, là, nous, là, ici. Donc, c'est sûr que quand je donne les formations, je leur dis, comprenez-vous que j'ai des patients qui ont 2000 de Cadian et 2 injections d'hydromorphone 200 intraveineux par jour et qui ne sont toujours pas confortables. Fait que quand vos patients vous disent qu'ils ont mal, là, vous avez de la place. Bon. Après ça, je veux quand même dire, parce qu'on parle beaucoup des médecins, puis peut-être que j'avance trop vite dans les enjeux, tu me le diras, Alex, mais pour moi, c'est ça l'enjeu du Safer Supply. Il ne faut pas que ça passe par des médecins. Ce n'est pas un enjeu médical. Si c'est un médecin, c'est peut-être parce qu'on est rendu en traitement, on est rendu dans un sideline, quelque chose, mais on n'a même pas assez de médecins et de prescripteurs pour tous les gens actuellement qui veulent un traitement. Puis, dans ces médecins-là, pas tout le monde qui est formé, c'est une pratique novatrice. On ne va pas y arriver. We won't make it par les docteurs puis les prescripteurs. Il faut qu'on réfléchisse outside of the box. On n'a pas eu le choix de commencer par là. Fair enough. Mais je pense quand même que l'enjeu principal, ou en tout cas la réflexion devrait être ça. Parce que tant qu'on va dire, ben, les médecins n'en font pas assez, c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est vrai. On a du travail à faire pour s'assouplir. Mais je ne pense pas que même si tous les médecins étaient super willing et tout ça, c'est un problème de politique publique. C'est un problème de légalisation, de décriminalisation. Puis il faut voir then what, comment on sort ça du volet médical pour pas que ça soit à moi de juger si ta consommation est accessible ou pas, puis si je suis à l'aise ou pas, on n'en sortira pas de ça. En tout cas, c'est là où on est rendu, je pense. Isabelle, je vous laisse la parole. Je sais que ça fait un peu de temps que ta main est levée. Je pense que Marie-Ève vient de résumer exactement ce que j'étais pour avancer. C'est que c'est ça, le safe supply. Il commence à tous les niveaux, là, et ça ne devrait pas passer justement par un acte médicalisé et on doit ramener finalement le consommateur, l'utilisateur au cœur du problème. Je reviens de Bruxelles à le sommet sur les fédérations francophones sur les assuétudes, sur les dépendances. Et il y a quelqu'un qui a amené le concept de développement humain durable. Pensez-y, hein? C'est comme développement humain durable. Et dans le cas des dépendances, c'est ça, c'est de ramener l'individu qui consomme, que ce soit dans un cadre de problème de dépendance, d'utilisation, ou dans un cadre de consommation récréative. Et là, présentement, nos surdoses surviennent chez des gens qui consomment, oui, qui ne savent pas ce qu'ils consomment, mais chez les gens qui consomment de façon récréative. Et là, il faut vraiment comme penser à tous ces gens-là. Et il y a aussi, on a parlé du problème d'accessibilité aux soins de santé, comment c'est difficile. Et je peux peut-être juste faire un parallèle avec ce qui est arrivé avec la jeune Amélie Champagne il y a quelques semaines, qui, parce qu'elle était en trouble psychiatrique, n'a pas été vue de façon adéquate. Je pense qu'il y avait comme une façon un peu peut-être cavalière de juger son problème et finalement, elle s'est suicidée.
c'est un peu la même chose qu'on voit dans le système avec une personne qui est dépendante, qui va refuser justement un traitement parce qu'elle se sent trop stigmatisée, trop jugée et qu'elle ne recevra pas de toute façon le soin dont elle a besoin. Donc, on se ramasse avec des morts sur la conscience. Et je peux vous dire de façon très personnelle, c'est arrivé avec ma fille d'être à l'urgence et de dire, ben là, elle a un problème de consommation, qu'elle revienne quand elle aura dealé avec son problème de consommation, on la traitera en psycho après. Les choses ont évolué vers, c'est ça, Vincent dit, c'est en plein ça, les choses ont évolué vers le fait qu'elle n'a pas été prise en charge et qu'on lui a prescrit des benzodiazépines, qu'elle a été mal évaluée en psychiatrie, entre autres, et finalement qu'elle a été échangée ces benzos pour quelque chose de plus fort sur la rue. Elle est le cas parfait, dans le fond, de quelqu'un qui n'a pas été pris en charge de façon adéquate et qui est tombé dans les mailles du filet, dans le fond, du système, qui a consommé une substance qui était contaminée et qui en est morte. Donc, elle est morte par la stigmatisation et des mauvaises politiques. Et ça, c'est toujours le discours, dans le fond, que je tiens. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut ramener l'individu qui consomme au cœur même des préoccupations, que ce soit nos politiques, nos changements politiques, et la décriminalisation est un des premiers pas. Mais il faut vraiment voir dans tout l'ensemble le spectre de l'individu comme tel. C'est complexe, la dépendance. On ne peut pas comme one size fits all. Il faut, je pense, qu'on prenne vraiment comme un paquet de monde dans différents domaines qui vont aider cette personne-là. Et c'est ce qui ne se fait pas présentement. Puis, je ne pense pas que le problème va se régler demain, du moins pas avec le système qui est défectueux, le système de santé qui est défectueux présentement. Et moi, je lève mon chapeau au Dr Goyer et à Marie-Christine et tous ces gens qui œuvrent dans le milieu, qui font justement la différence, qui essaient d'être rogue, comme on dit en anglais, hein, c'est you go rogue, donc tu fais un peu les affaires en dehors du cadre, mais tu as l'intérêt de la personne, les intérêts de l'individu au cœur de ton traitement. Puis c'est ça qu'il faut. Fait que chapeau, continuez. J'espère qu'on va vous donner plus de latitude, plus de ressources pour pouvoir poursuivre le travail parce que il est essentiel, votre travail. Donc, c'était ma petite intervention in a nutshell. Je vais laisser la place aux autres maintenant. Merci Isabelle, je veux juste interpeller un peu. Je pense qu'on a eu un problème de connexion pour un de nos interprètes. Donc, pour les anglophones dans la salle, on travaille bien fort pour qu'elles se rendent dans la salle. So sorry everybody, I'm just going to switch to the English for 1 sec. Sorry, folks, we've just had a connection issue. One of the Zoom connections dropped for one of our interpreters. So we're working our best to try to get them reconnected. So just stick on that English channel and it should come back really soon. Donc, Simon ou Jérôme ou Vincent, je ne sais pas c'est qui a levé la main avant, mais si un de vous veut peut-être prendre les commentaires d'Isabelle ou peut-être poser une autre question, c'est à vous. Oui, je vais y aller vite. C'est ça, moi, je me rappelle, parce que moi aussi, avec le temps, du fait que j'ai travaillé à la clinique SPA, j'ai travaillé avec des médecins, des infirmiers, infirmières. Maintenant, je suis à la clinique SAPSA, qui est une clinique infirmière, donc je travaille vraiment intimement avec la réalité là, des prescripteurs. Là. Puis je me rappellerai toujours le premier safe qu'Isabelle Têtu, ma collègue, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie, qui est celle qui m'a prescrit mon programme de méthadone en 2009, etc. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. La première fois qu'elle a prescrit son safe supply à un gars, je me rappelle, je suis allé y acheter un bouquet de fleurs puis un petit euphorbe, là. C'est vraiment gros. Puis je voyais à quel point elle avait été nerveuse, tu sais, puis pour ça, c'est vrai que je suis chanceux d'avoir pu être témoin là, de cette pression-là qu'elle a ressentie. Puis pas qu'elle ne veut pas essayer de faire les choses, mais premièrement, en tant qu'infirmière praticienne, elle n'est même pas médecin. Là, vous êtes obligé de se baquer avec un médecin au CRDQ en plus.
Fait que, c'est vrai qu'il y a une grande pression là-dessus. Fait que, c'est vrai, je remercie, je vais saluer le travail, mais effectivement, si on est rendu à militer pour la légalisation puis un autre modèle, ben c'est ça, on va avoir besoin de l'appui des professionnels. C'est sûr que moi, j'aimerais ça avoir la crédibilité suffisante en tant qu'usager, en tant qu'expert de véhicule. J'aimerais ça que ma parole suffise pour être entendue, mais bon, on va aller chercher toute l'aide et tout l'appui des gens là, qui ont une crédibilité professionnelle là, qui peut nous aider là, à aller chercher nos libertés. Vincent, je te laisse la parole. Préfères-tu que je parle en anglais s'il n'y a pas d'interprète? Non? Oui, non? OK. Bon, ben. C'est en français parce que je pense que l'interprète va prendre le relais à l'autre côté. OK. C'est bon. Il y a comme plusieurs choses qui ont stimulé un petit peu mon intérêt là, dans les dernières conversations. On parlait que justement qu'on aimerait ça que la source du Safe Supply ne soit pas médicalisée. Puis là, c'est une question ouverte parce qu'après ça, la question, c'est quelle serait la source du Safe Supply, sur quel modèle pourrait-on distribuer du Safe Supply, comment pourrions-nous nous fournir, justement, parce que des fois, on peut se dire, bon, on aimerait ça ouvrir des coopératives d'usagers. Puis là, les coopératives d'usagers, c'est sûr, il y a des documents qui ont été écrits, justement, il y en a un par le BCCSU, ou en tout cas BCSSU, je pense que c'est BCCSU, par rapport à des coopératives, mais encore là, ça soulève des questions comme qui a accès? Est-ce que c'est juste les consommateurs et consommatrices de longue date qui ont accès à avoir le bon stock pur, puis si tu ne fais pas preuve que tu es un consommateur de longue date, tu as juste accès à aller acheter du stock sur le marché noir qui est contaminé. Puis après ça, ben justement, c'est sûr que on peut bien dire on aimerait ça avoir du safe supply, mais qui pourrait fournir les substances parce que c'est pas nécessairement légal partout, etc. Est-ce que le Canada pourrait se permettre de devenir un producteur géant de pavots? Bon, enfin. Donc, c'est plusieurs questions que j'aimerais me poser. Ceci dit, c'est sûr que il y a plein de manières d'avoir les choses. Moi, c'est sûr que à mes yeux, l'important, c'est qu'il y ait le maximum de substances disponibles le plus rapidement possible pour régler un problème qui existe maintenant. Fait que si on peut faire avec le moment où c'est malheureusement médicalisé et pharmaceutique, en tout cas, bref, issu du milieu pharmaceutique, c'est sûr qu'on va le prendre pareil là, parce que la solution a besoin d'être implantée hier. C'est ça. Puis là, il y avait comme une question je ne sais pas si on voulait y répondre tout de suite là, dans le chat, mais c'était une bonne question. Ouais, je ne suis pas un expert, là, mais dans le fond, comment que je perçois la question, c'est are most people in Quebec receiving their self-supply to use in the community? Si j'ai bien compris, la plupart des gens, quand ils ont commencé à recevoir leur safe supply, il fallait qu'ils l'aillent à chaque jour. Là, je ne sais pas si c'est encore le cas, s'ils ont des doses à garder, mais il me semble que ce n'est pas tant le cas. Non, le safe supply, non, les gens ne sont pas required d'utiliser leur safe supply dans des sites de consommation supervisés. Et heureusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des sites de consommation supervisés. Et notamment à Montréal, on a encore comme enjeu qu'il y a juste l'injection qui est acceptée. Il n'y a pas d'infrastructure, en tout cas, bref, d'infrastructure pour l'inhalation ou autre méthode de consommation qui pourrait en réalité réduire les méfaits parce que c'est peut-être un petit peu moins dangereux de consommer autrement que simplement par injection. Parfois, peut-être pas tout le temps. Peut-être que je peux repasser le flambeau à la question que j'essaie de répondre moyennement adéquatement. Là. Merci, Vincent. Je vois le main de Jérôme. Ça se peut que tu veux prendre la parole à propos de ça? Je me suis un peu perdu. Là. J'ai un peu oublié le truc sur lequel je voulais rebondir, mais juste pour dire que l'histoire se répète éternellement. Hein,
on a du mal à mettre en place du safer supply avec des substances machin. Vincent, tu disais ça va être pour certaines personnes, mais à l'époque avec la méthadone ou alors en Europe avec les premières prescriptions qu'il y a eu en Suisse par exemple d'héroïne médicale et tout ça, c'était il fallait que tu sois le pire des junkies irrécupérables pour y avoir droit, tu sais. Puis après, au fur et à mesure que le temps y passe, ben, les critères, on les abaisse tranquillement pour... mais putain, on peut-tu comme se dire, merde, on le sait, tout ça, qu'est-ce qu'on fout là, bordel? C'est quoi? C'est qui bloque là? Je sais que c'est politique, je sais que c'est philosophique, tout ça, mais bordel de merde, les gens crèvent. Où les gens ont plus de vie, tu sais, comme quand je dis les gens ont plus de vie, je parle de moi, hein, mais tu sais, comme tout ça parce que je peux pas avoir accès à des trucs. Et puis on parle de santé, mais il n'y a pas que la santé non plus. Il faut oublier tout l'aspect social, financier, etc. Tu sais, mais moi, des fois, je braille tellement ça me fout en l'air de voir à quel point, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu être, qu'est-ce que j'aurais pu faire dans la vie, tu sais, si j'avais pas foutu tout mon fucking fric dans la dope, tu sais, si j'avais pu avoir à disposition les substances que j'avais envie de prendre, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire, c'est comme avec cet argent-là, après c'est comme je veux pas jouer les victimes non plus, hein, mais c'est ça, c'est comme ouais. Le mec pas prétentieux du tout. Combien d'Einstein sont passés dans un local à poubelle avec une seringue dans les bras morts parce qu'il n'y avait pas de... En tout cas, bref. Je pense que vous m'avez compris. J'ai l'impression que Simon a une réponse à ça. On t'entend plus. Oui, allô? Voilà. Oh, correct. Oui. En fait, ouais, j'ai une réponse. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est parce qu'on parlait, on rêve, puis je ne sais pas si on est rendu là, puis je sais qu'à un moment donné, ça pourrait être pertinent, mais moi, je m'imagine tellement, puis c'est peut-être ma déformation d'être ancienne agroéconomiste, là, mais de voir une filière intégrée avec des producteurs du Sud, par exemple, qui se constituent en coopérative, eux autres aussi, puis avec des filières de transformation, puis de réinsertion sociale à travers tous les rôles de cette filière-là, tous les jobs qui pourraient se créer dans une filière intégrée, là, puis mais c'est ça, j'ai le droit à mon utopie aussi, là, mais je voulais juste partager ça, c'est qu'il y aurait tellement... Je pense que c'est sky's the limit là, dans ce dossier-là, là, si on se donnait la chance d'arrêter de s'inhiber, là, puis que le dossier, puis c'est sûr, je pense qu'on avait parlé en préparation aussi à quel point, justement, c'est un dossier qui est politique. Il y a des gens qui ont des opinions, qui ont un pouvoir sur nos vies, sur nos choix de vie, juste parce que, tu sais, je ne veux pas faire la critique de la démocratie. Certainement que la démocratie sera certainement quelque chose de beau, mais tu sais, j'imagine, je ne sais pas si on était dans un despotisme éclairé, là, où on pourrait dire, OK, on va de l'avant, là, tu sais, sans se soucier là, de la vie, de l'opinion de certaines personnes, tu sais, qui ont juste une opinion, là, qui n'ont pas de savoir, là. En tout cas, je ne veux pas non plus commencer à me craquer trop, là. On va rester dans le positif, mais ouais. Maria? Moi aussi, ça va paraître bizarre ce que je vais vous dire, puis vous pouvez choisir d'ignorer ce que je vais dire là, si c'est trop... moi aussi, je suis trop craquée, là. Mais un point technique là, pour les questions qui ont été posées, si vous voulez voir un peu l'état de la pratique au Québec, avec la Santé publique de Montréal, la communauté de pratique, nous autres, les SCODI, on a fait un premier sondage là, qui est imparfait. On n'a pas eu tous les prescripteurs, mais ça nous donne un peu une idée de qu'est-ce qui est prescrit, des doses max, de tous les types de substances prescrites. Puis je porte à votre attention que deux choses qui ressortent intéressantes du sondage, c'est que, premièrement, la plupart des gens ont des doses à emporter et que la plupart des prescripteurs ont une diversion avant de prescrire, mais que cette diversion-là, quand on leur demande « puis, il y en a-tu? » il n'y a pas l'impression qu'il y en a tant finalement. Bon, comme vous dites, puis même s'il y en avait Dan Watt, là, mais mettons là, qu'on jase, là, il y a ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est, pour faire du pouce sur Simon, la question qui m'obsède maintenant, avec tout ce qu'on a dit, puis depuis quelques années,
c'est comment on peut faire comme médecin, comme équipe, puis ultimement comme société, tu sais, pour être ensemble là-dedans. Puis c'est ça l'affaire qu'on n'a pas réussi. Puis j'en profite qu'on est comme 80 personnes ensemble qui sont tous des gens qui militent pour les droits des personnes qui consomment pour lancer cette question-là. Parce que c'est ce bout-là qu'on n'arrive comme pas, c'est ce fossé-là. Il y a toi, patient, il y a moi, docteur. Moi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi et voici ce qu'on va faire. Il y a moi, citoyen, puis il y a toi, vulgaire consommateur. Puis toi, c'est pas moi. Fait que ce que toi, il t'arrive, not my problem. Tu sais, comment on va faire? Parce qu'il n'y a pas de différence entre ça, puis la COVID, puis le H1N1. Tu sais, pourquoi quand c'est H1N1 puis la COVID, on fait tout ce qu'il faut, on fait des nouveaux systèmes informatiques, des nouveaux codes de facturation, on met tous les médecins qu'il faut dedans, on fait le branle-bas de combat. C'est parce que c'est moi, ça peut m'arriver à moi aussi, donc oh shit, il faut faire quelque chose. Mais les opioïdes ou les décès par surdose, c'est pas moi. Fait que c'est pas vraiment grave. Tu sais. En tout cas, c'est une grande question, mais le nœud de la guerre, il est là. Puis je pense que tant qu'on, collectivement, on ne répondra pas à cette question-là, je pense qu'on va juste toujours pallier dans des trous, tu sais. Puis, juste pour vous rajouter la complexité encore dans la réflexion, on est tous tellement fâchés de voir les gens mourir tout le temps que quand on rencontre des gens qui ne comprennent pas, moi, j'ai tendance à japper, tu sais, parce que je ne suis plus capable. Puis ça fait l'effet contraire. Et les gens ne nous écoutent pas. Ou en tout cas, il y a un jeu politique fort là, auquel il faut réfléchir. Je pense que, en tout cas, je vous lance cette question-là, je n'ai pas de réponse, mais peut-être qu'il y a des groupes dont le rôle, c'est de japper, puis d'assurer une pression, puis tout ça, mais ça ne fonctionne pas autant qu'on voudrait, obviously. Bien, je pourrais répondre à ça en partie, mais tu sais, nous, on a des rencontres un à un avec des députés qui sont au pouvoir, qui sont en place. Puis, j'ai posé la question dernièrement, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, à quelqu'un, une députée libérale au fédéral. C'est comme on veut la déclaration d'état d'urgence et on se fait répondre, bien, on ne peut pas. Parce que là, ce qui s'est passé avec notre gouvernement qui a déclaré l'état d'urgence sur les conditions sanitaires, bien là, on a eu une gang de truckers au Parlement, fait qu'on ne peut pas. Ce serait comme, on ne peut pas se risquer à refaire ça. Et puis, c'est ça. Là, tu jappes et tu te dis, moi, mais il y a du monde qui meurt, vous ne comprenez pas. C'est comme, mais on ne peut pas. Fait qu'on préfère y aller avec des mesures comme le projet de loi C5, où là, on va y aller par petites étapes, en faisant bien les choses. Oui, mais le monde crève, là. Les données d'INSPQ qui viennent de sortir, c'est comme, c'est 11 personnes par semaine. Entre mai et juin, ça n'a pas de bon sens. Et là, on est face à une élection qui s'en vient. Le discours, on n'en parle pas. Les gens continuent de mourir et plus on jappe, moins ça fonctionne. Nous, on a peut-être l'avantage en tant que parents endeuillés, c'est qu'on va aller toucher la corde sensible des gens. Donc, moi, ma mission, c'est d'aller chercher la corde sensible du plus grand nombre possible de gens et d'expliquer aux gens, bien, ma fille, elle était étudiante à l'université en droit et développement international, elle militait, elle travaillait pour la Croix-Rouge, c'était une enfant qui n'avait jamais manqué de rien. Ça peut arriver dans votre cours, ça peut arriver dans votre famille. Et le plus de fois où on va raconter ces histoires-là, on va toucher. Fait que c'est dans le fond, c'est d'abattre la stigmatisation en sensibilisant le cœur des gens, malheureusement, parce que nos décès, les 30 000 décès depuis 2016, 30 000 et plus, ce n'est pas seulement que la personne qui est dans la rue sans abri avec
la terminologie stigmatisante utilisée, ce n'est pas juste des junkies. Il faut changer notre façon de parler. Il faut, c'est ça, sensibiliser, dire ça arrive à tout le monde. Sur les décès qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui consomment chez eux, seuls, dans les banlieues, dans les sous-sols de maisons. Il y a encore trop de stigma face à ça. Il y a encore trop, moi je le vois, essayer de rejoindre les parents endeuillés ici au Québec. C'est comme ils ne veulent pas s'aventurer en dehors. Ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. They're afraid to be judged. Ils sont morts d'une surdose parce qu'ils consommaient, de un. Et là, ils vivent ce double stigma-là en tant que parents endeuillés de quelqu'un qui est mort par consommation de drogue. Fait que la réponse, je pense qu'on ne l'a pas, mais il faut continuer à raconter des histoires individuelles et de dire, ben ma fille, elle aurait pu devenir, tu sais, Jérôme, tu l'as dit tantôt, qu'est-ce que j'aurais pu faire, hein? Ben, c'est la même chose avec ma fille. Qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir? Elle aurait été probablement une des advocates ici autour de la table, c'est certain. Si elle est encore en vie, c'est certain. Donc, il faut parler de ces gens-là. Toute cette richesse qu'on a perdue, toutes ces belles personnes qu'on a perdues parce qu'on se fout de leur vie. Mais chacune de ces vies-là compte. Et chacune de ces vies-là perdues qui fait en sorte que c'est ça, ces familles-là, ces gens-là, c'est nos proches, on les a perdus, on ne les retrouvera plus. Fait qu'il faut japper, oui, auprès des bonnes personnes, mais il faut les faire pleurer un petit peu. Je pense, malheureusement, c'est le seul moyen qu'on va y arriver, c'est en faisant pleurer le monde. Désolée, mais malheureusement. Fait que moi, je continue à essayer, c'est ça, de pousser puis de sensibiliser des gens et puis d'essayer de rejoindre le plus de gens au pouvoir possible pour que ça change. Malheureusement, ça ne change pas assez vite. Donc, on est comme dans l'urgence, les gens continuent de mourir, puis c'est ce qui est le drame de nous tous autour de la table aujourd'hui qui œuvront dans le milieu. Donc, si je peux juste me permettre vite fait de passer un truc, ça va être très rapide avant les gens. Ce que tu viens de dire, déjà, ça me touche beaucoup, là, puis, parce que t'es une mère courage, là, comme on les appelle chez nous, là. Bravo, là. Mais moi, le truc qui me fout en l'air, là, puis c'est comme, j'entends un truc à la télé la dernière fois, c'est comme, ouais, il y a une série de femmes qui ont été assassinées. There's a bunch of women who prostituées. Ah, ok, alors c'est correct. C'est ça. Le principe de fonctionnement, il est le même. Tu sais. Des gens qui disent, ouais, mais c'est des drogués, ils l'ont cherché quelque part. Eh, putain, comment on sort de ça? Comment on sort de ça? Et toi, tu dis, faut les faire pleurer. Mais toutes les techniques sont bonnes pour le faire. Hein. C'est comme plus on va en rajouter des techniques, mieux ça sera. Mais ouais. Mais c'est comme si la vie d'une personne face à une autre, la valeur de cette vie-là n'est pas la même. Et c'est ce qui est triste. C'est ça, c'est qu'on met... évoluer les mentalités des gens. Comment on peut faire ça? Et moi je suis vraiment pas optimiste, hein, pour vrai, là, sérieux. Parce que pour moi, là, en tant que société, on va droit dans le mur, c'est clair et net, là. Puis même si demain, on a tous les acquis qu'on veut, nous, ici, autour de la table, d'un point de vue purement comme compassionnel, si je peux dire, là, ce job-là, je pense pas qu'elle se fera jamais, là, mais c'est Jérôme qui a bientôt 50 ans puis qui est en dépression depuis un an qui parle, là, mais bref. Mais en tout cas, ça revient à ce que je disais, de développer, de faire du développement humain durable. Ouais, c'est drôle. Le terme est parfait. Oui, c'est très bon. Développement humain durable. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais il y a le président de la Colombie qui s'est adressé aux Nations unies la semaine passée et qui, lui, a résumé en 20 minutes, vraiment,
tous les problèmes du monde. Et ça partait, entre autres, avec lui dans son pays. Ben, la guerre aux drogues, ça détruit tout l'environnement, ça détruit l'Amazone avec ses recherches et tout ça. Et il ne faut pas s'attaquer aux drogues, il faut s'attaquer à cette poursuite du pouvoir ultime que les nations ont. Puis ça revient encore à ça ici. C'est comme nos politiciens veulent le pouvoir, donc ils se foutent du reste. Donc, le concept de développement humain durable, je pense qu'il faut qu'on commence à le véhiculer et ça commence par, c'est ça, de toucher les gens, mais de faire comprendre que chaque vie est importante et qu'il n'y a pas une vie qui a plus de valeur qu'une autre. Alors, sur ça, je me tais. La gang, je suis désolée de genre comme vous déstabiliser dans la conversation. Sorry, c'est juste les mains. Puis j'essaie de les gérer toutes. Donc, je vais laisser la parole à les trois, les quatre mains qui nous restent. Puis on va lancer, on aimerait lancer notre Zoom poll, un petit sondage Zoom, si ça vous va. Fola, go ahead and launch the poll. Ça demande quelques questions démographiques, c'est tout là. Puis on va aussi mettre un lien dans le chat. C'est juste pour un petit sondage, feedback. On fait un petit suivi de qu'est-ce que tu as appris, d'à quoi ça ressemble tes connaissances, est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau que tu peux apporter dans ton travail. Donc, voilà ça. Je laisse la parole peut-être à Marie-Christine, Simon puis Vincent. Puis après ça, j'espère qu'on a un petit 10-5 minutes juste pour les questions qui nous restent dans la boîte de clavardage. Merci, Alexandra. Merci, Isabelle. Premièrement, tes témoignages, tes interventions sont vraiment touchantes. Puis ça me donne de la motivation puis de l'espoir pour la suite, pour continuer ce que je fais ici à la clinique. Je me rends bien compte que, comme tout le monde ici, que c'est très politique, en fait, la discussion qu'on a là. Je suis invitée comme coordonnatrice d'une clinique médicale, mais c'est une solution peut-être parmi un millier d'autres. Fait que je me sens bien petite ici aujourd'hui. Je voulais juste vous raconter un peu une anecdote au niveau de l'acceptabilité sociale, puis l'importance de l'éducation, puis où est-ce que ça peut amener. Mon frère est professeur de français dans une école secondaire. J'ai participé à un débat avec ses étudiants sur la légalisation, la décriminalisation des substances, de toutes les substances psychoactives. Puis ils étaient très, très rigides sur leur idée au départ. On ne peut pas faire ça, ça va créer des dépendances, ça va être le chaos. Puis à force du débat, en présentant des modèles comme Jean-Sébastien Fallu peut le faire dans les conférences évidemment que si on légalise comme on le fait avec l'alcool, il va y avoir autant de risques sur la santé publique que la prohibition, mais que si on trouve des modèles un peu plus comme le cannabis présentement, actuellement au Québec, les impacts sur la santé publique sont beaucoup plus positifs. Fait qu'à force d'avoir ces discussions-là avec eux, ils ont changé leur position. Pour finir la discussion sur comment ça, on n'entend jamais parler de ces modèles-là, comment ça dans les médias, comment ça sur les réseaux sociaux, comment ça nous les jeunes, on ne participe pas à ces débats-là, comment ça, on a une vision chaotique puis de la légalisation puis de la décriminalisation. Donc, je trouvais ça quand même intéressant au niveau aussi des enjeux d'acceptabilité sociale puis de communication puis d'éducation, qu'il ne faut pas lâcher de ce côté-là, puis prendre tous les angles possibles, comme Jérôme dit, pour rentrer dans le tas puis essayer de changer tous les stigmas puis les préjugés. Puis moi ça fit bien là, que je prenne la parole après toi parce que j'invite tout le monde, là, si vous ne les connaissez pas déjà, si vous ne connaissez pas déjà la commission globale, la Global Commission on Drug Policies, là, sur lesquelles là, il y a les Louise Arbour, Kofi Annan, feu Kofi Annan a siégé. Il y a plein d'ex-présidents ou de premiers ministres. Là, il y a plusieurs pays d'Amérique du Sud, d'Europe. Ils ont une série, là, depuis 2010, ils publient un rapport annuel sur un sujet différent chaque année, soit la guerre à la drogue, le problème de la
perception. Souvent, on parle de problème de la drogue, et c'est plutôt un problème de perception de la drogue. Ils ont aussi un document spécial, là, puis moi, c'est un peu pour ça, c'est dans ce sens-là que je milite. Là. Ils ont pris les 17 objectifs de développement durable là, des Nations unies, là, puis ils démontrent en quoi la légalisation répond à chacun des objectifs et des sous-objectifs des Nations unies en termes de développement durable, autant sur le plan humain, autant sur le plan économique, sur le plan environnemental. Des positions, même on peut aller même jusqu'à dire que c'est des positions féministes. Ce que j'encourage les gens là, à aller se documenter là-dessus, c'est vraiment, là, ils proposent des modèles super intéressants, justement, à plutôt s'attaquer au crime organisé, au grand banditisme, plutôt que de s'attaquer aux usagers, aux petits trafiquants. C'est vraiment, pour moi, c'est une source là, inaltérable d'informations et d'arguments. Puis, je vais finir en disant justement, les prohibitionnistes avaient le fardeau aux autres de démontrer qu'en prohibant, ils allaient éliminer la consommation. Puis souvent, ils vont dire que les personnes qui sont pour la légalisation ont le fardeau de montrer que la consommation n'augmentera pas. Mais moi, je pense que ce n'est pas un fardeau de prouver que la consommation n'augmentera pas, mais c'est de démontrer que les bénéfices vont être plus grands que les dommages avec un modèle comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde. Merci beaucoup aussi, Isabelle, pour ton partage. C'est très, très touchant. Ah, on parle que la consommation augmentera ou pas. En fait, on s'en fout si la consommation elle augmente. En fait, si les gens sont bien dans leur vie avec des substances qu'ils aiment, que ça leur permet d'être heureux et fonctionnels, je ne vois pas vraiment le problème. Là. En fait, les problèmes avec la consommation, quand ils disent bon, la consommation va augmenter, c'est parce qu'ils pensent que les gens vont être moins fonctionnels, moins aptes à d'être des citoyens fonctionnels, c'est ça. Mais en fait, je ne sais pas. Moi, si j'avais envie de faire la substance de mon choix le matin, peu importe. Là, puis, le reste de la conversation, c'est ça. Je pense que je vais laisser place aux questions parce qu'on est rendu là. Moi, je veux juste ajouter un petit truc. Il y a encore, il y a des pays en ce moment où la guerre à la drogue, ça s'est transformé en guerre aux drogués. Puis vraiment, c'est la guerre là. Hein, ils les assassinent. Mais il faut se dire un truc, c'est que ça, c'est de la pure instrumentalisation. On utilise les toxicos, la drogue, comme l'élément de peur. On fait comme campagne là-dessus pour comme on gonfle les stats et puis il y a s'il y a des problèmes, c'est les pauvres, c'est les drogués, c'est les machins. Puis quand il n'y aura plus de drogués parce que vous aurez tout de suite, ça sera les juifs et comme ça. Et là, c'est comme on a besoin d'un comme une espèce de vecteur pour comme canaliser toute la merde. Là, c'est les toxicos, ce sera les arabes, les juifs quand il n'y en aura plus les uns. C'est comme, mais c'est pas grave. Et ça sera les femmes. C'est toujours une minorité de plus en plus et on continue again. Je suis vraiment dans un mood fruit total là, mais c'est tellement mon quotidien tout le temps que je suis juste fru et écœuré et dégoûté de ça. Je le prends dans la gueule tous les jours. Là, tout à l'heure, je voulais parler de mon expérience. On parlait des régions. Je voulais parler de mon expérience gaspésienne où on parle de Safe Supply. Moi, je me suis fait refuser du matériel là-bas. Je ne sais pas si vous imaginez, là, on est en 2022. Non, nous, on n'a pas de ça dans un CLSC, en plus. Ouais. Je suis arrivé. Le matin, ils m'ont dit, ah non, ils m'ont envoyé chier, puis ils m'ont dit de repasser le soir à 10h. C'était le matin, il est 9h. C'est tous les petits trucs comme ça de stigma, puis de foutage de gueule. Il y a une différence entre les gens qui ne savent pas et les gens qui ne veulent pas, comme de la vraie mauvaise foi, de la vraie mauvaise volonté. Là, j'ai plus du tout de patience avec ces gens-là. Fair enough. Et heureusement. C'est complètement juste. Ouais. C'est très bien dit, Jérôme. Mais c'est juste pour dire un petit mot, c'est que ça les confronte. C'est que ça confronte ces gens-là à leur propre peur. Ouais. C'est juste ça. C'est ça la question. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est très bien dit. Donc, ça nous reste un petit 5 minutes. Marie-Ève, puis peut-être Marie-Christine. J'ai une petite question. C'est la dernière question qui nous laisse dans la boîte de clavardage
grosse question. Ouais, t'es comme, je peux pas. Ouais. Dans les modèles de santé publique, est-ce que l'impact du Safe Supply, c'est quoi l'impact du Safe Supply sur la qualité des produits illicites et illégaux? Est-ce que c'est considéré? Si tu veux liser tout, c'est juste dans le Q&A. Bien, c'est-à-dire que la fin de la phrase est importante pour moi. Dans les modèles de santé publique, est-ce que l'impact du Safer Supply sur la qualité des produits est considéré? Exemple, en Europe, l'analyse a fait augmenter la pureté des pilules d'ecstasy du marché noir. Fait, dans le fond, là, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on a peur d'augmenter la tolérance des gens? Puis c'est quand même une bonne question. En même temps, dans les faits, ce qu'on aurait voulu, puis je veux quand même qu'on s'en rende compte collectivement, c'est que si on avait fait ça avant, puis ça, Jean-Sébastien Fallu nomme souvent ça, si on était resté vers les substances plus primitives qu'on avait avant, là, on ne serait pas rendu dans ce niveau-là de tolérance. Puis quand tout le monde avait un petit peu d'accès à la coca, puis à l'opium, puis que c'était bien correct, il ne fallait pas se cacher, puis il ne fallait pas que ça soit prohibé, bien, il n'y en avait pas de tolérance gigantesque comme celle que je vous ai décrite tantôt. T'sais. Fait qu'on est un petit peu victime du fait qu'on a laissé à des gens qui n'avaient pas tant des enjeux de santé publique dans leur tête le contrôle du marché illicite, et que cet enjeu-là de rentabilité fait en sorte qu'on pousse n'importe quoi dans les substances. Fait que j'ai absolument pas de réponse à cette question-là, outre que de dire que je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement qu'en ayant le contrôle et la connaissance de ce qu'il y a sur le marché. Parce que et de dire que les données qu'on avait avant le fentanyl, certes, des programmes de traitement injectable avec de l'héroïne injectable et de l'hydromorphone montraient que les gens, ils n'augmentent pas leur dose à vie. Là. À un moment donné, il vient un moment où les gens sont comme juste confortables, puis ça s'arrête là. Mais là, c'est vrai qu'il y a des nouveaux produits puis qu'on perd absolument le contrôle. Je ne pense pas. En tout cas, ma réponse simple, ce serait on ne peut pas faire pire que ce que le marché illicite fait. C'est impossible. Puis on a quand même un modèle intéressant avec le cannabis où les gens peuvent vraiment trouver qu'est-ce qui fit pour eux en sachant exactement qu'est-ce qu'ils prennent. Hey, moi, là, tel pourcentage de THC, no way, c'est bien trop pour moi. Oh, je vais me gager. Donc, il y a quand même quelque chose là qu'on n'a pas fini d'explorer, je pense. C'est super bien dit. Simon, je laisse la dernière parole. Juste pour faire du pouce sur ce que le Dr Goyer dit, c'est très bien documenté que l'apparition, en fait, à partir de la prohibition, amène les nouveaux produits, ça incite à l'apparition de nouveaux produits. À partir du moment où une nouvelle molécule est inscrite dans les annexes interdites, il va y avoir un effort de recherche pour trouver quelque chose qui n'est pas encore inscrit dans les annexes, qui vont pouvoir justement là, mettre sur le marché sans problème. Puis je fais référence au milieu des années 2010, quand je commençais à travailler au point de repère, il y avait une énorme saisie de carfentanyl en Saskatchewan, Manitoba, plusieurs kilos. Et puis les gars s'en étaient tirés parce que le carfentanyl n'était pas encore dans les annexes. Les charges avaient tombé carrément. Ça s'entretient, ça. Nous sommes rendus à 13h30. On a fini toutes les questions, donc je suis quand même très reconnaissante. Ça a pris beaucoup de travail sur votre côté. Puis merci à tous et toutes qui nous joignent cet après-midi. On va avoir l'enregistrement sur notre site web en anglais, en français dans quelques jours. Donc, on va faire la circulation de ça sur nos réseaux sociaux, l'infolette, puis tout. Merci sûrement Mom Stop the Harm, Actes Sud, l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance. C'est un mouthful.
Puis, Simon, obviously, of course, la coop Solidarité de Salsa, l'Interzone, Point Frappeur. On vous remercie tout. Puis merci à vous. Vous avez quand même fait la discussion parfaite. Moi, je n'avais pas grand rôle comme modératrice, puis je suis quand même contente de ça, là. Merci. Donc, merci à tout le monde. Si jamais... on va fermer le webinaire pour tout le public, mais si jamais nos panélistes veulent rester avec nous pendant quelques minutes, je pourrais avoir un petit debrief. Ça sera un plaisir de vous voir. Donc, merci. On va terminer le recording.